Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, Alain Louis Hall. Alain Louis Hall est financier, il détient une licence et une maîtrise en sciences et en finance. C'est un écrivain également, il collabore au journal Le Nouvelliste. Avec notre invité ce matin, on va parler de la convocation des États généraux pour la reconstruction de la péninsule. On parlera aussi de l'interview du camp Gérard, de Dessalines et de Geffra avec ce symposium qui est en vue. À la lumière des recherches que Alain Louis Hall a faites, donc il est reçu à la rubrique ce matin pour partager toutes ses recherches et même sa compréhension, notamment de cette entrevue du camp Gérard, entrevue de Dessalines et de Geffra. Alain Louis Hall, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci surtout de votre disponibilité. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe de Métropole. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec toi ce matin et de partager notre compréhension de la question haïtienne. Je dirais que nous sommes plus ou moins dans un moment comparable à celui de 1803. Donc, il importe de puiser dans nos mythes fondateurs pour dégager des lignes de force afin de consolider une vision du futur. Donc, dans la première partie de l'entrevue, on va parler de ça. Et on va parler de l'entrevue du camp Gérard entre le père Dessalines et le père Geffra. C'est un modèle pour recoudre un tissu social déchiré. Et je vais certainement profiter de cette opportunité ce matin pour contaminer, répandre le virus du camp Gérard pour que nous soyons mieux inspirés et pour aborder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Donc c'est de ça qu'on va parler dans la première partie de la vidéo. Oui, vous avez fait allusion, quand vous avez parlé de comparaison entre cette époque et celle d'aujourd'hui. Le contexte est semblable, pareil, selon vous? Je ne dirais pas tout à fait, mais en termes d'enjeux et de défis, il y a certaines analogies. Parce que nos ancêtres se sont mobilisés pour dire liberté ou l'amour. Maintenant, nous sommes en plein maras économique. Je pense que c'est opportun de dire prospérité économique ou la mort. Il y a quelque chose de très particulier qui me fait sourire des fois, c'est l'approche que j'entends le plus souvent que finalement, nous sommes probablement l'unique société, le seul pays à se rabattre avec rage sur un document que nous rendons responsable de tous nos malheurs. C'est la Constitution. Donc, c'est le moment d'être sérieux, au lieu d'apporter de nouveaux éléments de langage, c'est le moment de changer de réalité discursive pour toucher la plaie du doigt. Nous sommes en plein maras économique. Les principaux indicateurs macroéconomiques sont rouges depuis au moins 4 ans. Donc, c'est le moment de nous ressaisir. Et maintenant, pour nous inspirer, il n'y a pas mieux que l'entrevue du camp Gérard, puisque c'est cette pédagogie qui peut servir de cadre pour un dialogue national entre les différentes composantes de la mosaïque socio-anthropologique et aussi entre les régions. Et je vais démontrer tout à l'heure pourquoi c'est important de s'inspirer de l'entrevue du camp Gérard entre le père Dessalines et le père Geffra. La contribution, vous l'avez dit, la contribution
de la péninsule ou encore de l'entrevue Dessalines-Geffrard à la création d'Haïti. Comment, en quelques mots, vous pourriez nous l'expliquer? Bon, alors, je n'ai pas le talent de pédagogue, mais je vais faire de mon mieux. Wendell, on va l'essayer très didactique, ok, pour expliquer tout ça. En général, qui doit inspirer. Il y a eu une guerre fratricide entre le Nord et le Sud. Dessalines et Geffrard, l'une en face l'autre. Nous sommes en 1800. Geffrard allait en exil. Dessalines, le principal lieutenant de toute cette ouverture, était et passe forward, ok, nous allons dire plus vite. Ces messieurs sont revenus avec l'expédition Leclerc. Expliquer que les hommes, ok, en l'occurrence, le père Dessalines et le père Geffrard, ils n'ont pas affronté l'autre, deux armées, rivé, Chita Kanjira, pour nous faire vêtier, et puis pour nous camper 1er janvier, nous dit, monsieur dit au fond pays créé l'Haïti. D'après toi, il a vu quand monsieur ça veut dire. Exemple, à la Crête à Pierrot, Dessalines, on a gagné 44 ans. Jeune garçon, les gars soulevé des montagnes. Et maintenant, deux Haïtiens, deux chefs de section, parachute, ensemble pour parler. Je répète, en 1800, Dessalines, avec Geffrard, devant deux armées opposées, une à Boumakla. En 1803, M. Chita ensemble, il fait Haïti. Mais ça, nous perdons ça, nous perdons réflexe ça. Réflexe Chita ensemble, ils ont gardé l'autre dans les yeux. Et c'est tout comme nous tuer Dessalines avec ses idées, nous marcher sous constitution, non, nous pas utiliser. Donc c'est peut-être c'est pareil. La voie à suivre, les voies qu'ils ont tracées, nous passer à côté. Absolument. Alors, on va faire un petit récapitulatif. D'abord, il y a lieu de parler de la conspiration de Corail, parce que c'est important pour nous bien cadrer la question. La péninsule du Sud s'était soulevée à une balle fond récapitulatif. On pourrait remonter jusqu'en 1730 avec Plymouth, d'où la chaîne de Plymouth dans la Grande-Est, parce que Plymouth, de la Jamaïque comme Boukman, organisait déjà les campements de Mahon. Du côté de Cavaillon, il y avait Pompé, son chef Congo, de la même époque, qui avait organisé les campements de Mahon. Nous, là, en 1730, on pourrait certainement mentionner et surtout marteler la rébellion de la plaine des Caraïbes du 24 janvier, je dirais même l'insurrection de la plaine des Caraïbes du 24 janvier 1791, 8 mois avant la cérémonie du bois caïman, qui est considérée comme le principal mythe fondateur. Mais le 24 janvier 1791, les 100 plantations de la sucrière de la plaine du fond des Caraïbes partent en fumée. Et en novembre 1791, les affranchis du Sud arrivent à Port-au-Prince et la capitale, qui à l'époque s'appelait le port républicain, est rasée. Il a fallu une intervention du directoire pour dépêcher Pierre Péchina à convaincre les affranchis du Sud pour abandonner le projet d'indépendance de la péninsule du Sud. Maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup d'auteurs et de chercheurs qui ont écrit là-dessus. Je pourrais mentionner Caroline Fick, qui a certainement fait d'énormes recherches. Et c'est justement les leaders de la rébellion du 24 janvier 1791 qui se sont repliés sur le sommet des Platons et qui ont pu réaliser l'unique expérience d'un retour politique à un modèle africain pour l'époque. C'est le royaume du Congo des Platons, où M. Tegné Royaume tout bagaille
Et c'est ce royaume-là que Goman, par la suite, va continuer avec le Grand Boko. Ce Goman faisait partie des leaders de la rébellion du 24 janvier 1783. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus vite dans l'intérêt de sauver de l'économie du temps. Nous sommes en 1802. Il y a la conspiration de Corée dans la Gondance et les 20 conspirateurs, avril-mai 1802, sont exécutés au Caire. Et au même moment, il y a Laurent Pérou du côté des Coteaux qui commence à mener la vie dure aux Français. Et ceci, c'est bien avant le 17 octobre 1802 que certains chercheurs et historiens considèrent comme l'élément déclencheur, puisque Alexandre Pétion, Augustin Clervaux et Nicolas Geffroy, l'avocat du Haut-du-Cap, ils sont rejoints le lendemain par Christophe, et maintenant, une semaine après, à la petite rivière de l'Artibonite, Dessalines proclame le soulèvement général. Mais Laurent Ferrou s'était déjà soulevé dans le sud. Et c'est justement sur la base de consensus que M. connaît que c'est Dessalines, de supériorité militaire, et ils ont déféré le commandement suprême à Dessalines. Et voilà que Dessalines envoie Geffroy en mission dans le sud. Ce qui est important à signaler à ce moment, c'est que lorsque Geffroy commence son incursion dans le sud, il essuie quelques échecs. C'est Pierre Pingier du Gangois qui secourir M. du côté de Lansarvo. Et maintenant, lorsque M. Rivet, à l'entrée de la ville de du côté des Charpentiers, Laurent Ferrou, qui part sous un personne monde, longtemps, monsieur a gagné un respect de monde qui était plus regardé passé, qui était plus âgé passé. Donc, monsieur connaît faut lui déférer naturellement à Geffroy. Monsieur voyait deux émissaires pour demander Geffroy prendre la tête de l'armée du Sud. C'est un moment qu'on n'a pas suffisamment montré. Geffroy dit, vous dit Laurent Ferrou, je suis en mission pour le général en chef Jean-Jacques Dessalines. Accepter de me mettre à la tête de l'armée du Sud si et seulement si nous reconnaissons l'autorité des Salines. Donc, le pacificateur, le réunificateur, c'est bien, j'ai pas une balle consolidée à ce ça rapide. Donc, voilà comment. Avant ça, qui est-ce qui est allé vers l'autre? Qu'est-ce qui fait l'autre là, quoi que lui paraît pour Chita, entre les deux? On va arriver. Geffroy est en mission hors des Salines pour rallier le Sud. Et il faut aller dans le discours de Dessalines au Prince Gérard que Madiou retransmette pour nous comprendre symbolise Prince Gérard et pourquoi le Prince Gérard doit nous inspirer. D'abord, il y a l'abnégation du général. Il s'est déplacé. Monsieur quitté la coupe, monsieur passé par Bonne, monsieur rentré, monsieur traversé massif de la Selle, monsieur débarqué, ok, entré sont des nègres, monsieur passé par Bonne, Saint-Georges, monsieur débarqué au Caille, du mois de juin, Dessalines, au Caille, alors pas de la ville de Caille, mais dans la plaine de Caille, a parlé avec Geffroy et Geffroy convoqué tous les leaders militaires de la péninsule. Il y a d'abord un esprit d'abnégation parce qu'en Haïti, M. Gombo, le chef, ne peut pas le rencontrer par la monde. C'est le monde qui nous marche sur lui. Si Dessalines a fait, nous connaissons qui excuse un Haïtien gagné pour ne pas capable de descendre le piédestal chef. Nous pouvons avoir la côte monde. Donc, c'est le père Dessalines. Donc, il faut marcher dans le signal du père Dessalines pour comprendre la nécessité de faire abnégation et de dépassement de soi quand il le faut. Maintenant, aucun Gérard, si nous lisons le discours Dessalines que Madiou retranscrit, Madiou a interviewé les témoins et les vétérans de la guerre de l'indépendance, de la guerre de libération, pour écrire cet homme. Donc, en ce sens, Madiou est considéré comme le plus grand des classiques. C'est la référence suprême, et on ne peut pas dire ce qu'on voulait, mais il n'y a pas comme Madiou, parce qu'il faut le narratif avant de tomber
de l'analytique. Tu ne peux pas analyser sans que il va raconter une histoire pour comprendre. Maintenant, il y a un aspect d'expiation dans le discours de Dessalines. Côté que je dis, messieurs, il y a 3 ans de ça, nous avons goumé, les songers sont militaires, nous avons pris l'ordre de mettre tout ça en ouverture. Et comme militaire, nous devons respecter l'ordre supérieur hiérarchique. Donc, en gros, c'est ça. Dessalines dit dans la première partie du discours. Ensuite, l'unique référence dans le 1er janvier 1904, côté que Dessalines fait référence à pays, parler de couleur bicolore, c'est aucun dieu. Côté que monsieur dit, mes frères, un mouvement pour l'indépendance pays, c'est seul côté. Avant le 1er janvier 1904, pour avoir une référence côté que Dessalines parlait de indépendance pays. Ensuite, nous allons plus loin. Je fais référence au bicolore rouge et bleu. Si on allait dans le discours de Dessalines, Madiou retransmettre là, ça va permettre de nous harmoniser ensemble de bagailles pour nous comprendre. C'est le moment d'être focus sur l'essentiel. Par contre, c'est une carré de ça en détail. Vous dites que c'est la première fois que Dessalines t'a parlé de bicolore rouge et bleu. Oui. Donc, il n'était pas question de noir et rouge. Bon, il y a toute une polémique sur cette question. Hein. Moi, je persiste ici. Si Madiou est le classique le plus reconnu, je dis que seule référence qui gagne dans l'histoire d'Haïti, c'est du coup de Dessalines que Madiou transmet quand Gérard à côté que Dessalines parlait du rouge et du bleu. M'a dit bleu et rouge. C'est dans Madiou, on pourrait rouge et bleu. C'est seul côté de Dessalines dit un mouvement pour l'indépendance pays. Voilà pourquoi je dis que après la guerre du Sud, entre Toussaint et Rigaud, entre le Nord et le Sud, à cause de la première pierre de l'identité haïtienne a été posée au Gérard dans la plaine du Fond-des-Cailles par le père Dessalines et le père Giffard. C'est ça l'essence fondamentale de ma thèse. Oui, bon, d'autant que nous parlons de contribution du camp Gérard dans la création. Oui, c'est la culmination de la contribution de la péninsule du Sud au processus de création d'Haïti. Et je continue. J'ai parlé de l'abnégation du père Dessalines. J'ai parlé de l'expiation et de la contrition de son discours. Et j'ai certainement insisté sur la sagacité du père Giffard qui est venu imposer l'autorité du général en chef. Maintenant, quelles sont les lignes de force à dégager de cette entrevue? D'abord, c'est la réconciliation entre le Nord et le Sud. Après la guerre en Toussaint et Rigaud. Donc, il y a comme le camp Gérard pour recoudre notre tissu social déchiré et pour finalement dire que c'est ça, c'est de ça que nos ancêtres parlaient. Et l'union fait la force, qui est notre légende, ce n'est pas notre devise nous c'est liberté, égalité, fraternité. La légende qui est dans notre drapeau, l'union fait la force. Le camp Gérard, c'est la matérialisation de cette ligne. Maintenant, oui, alors, il y a l'aspect réconciliation, mais il y a aussi le achèvement de l'organisation de l'armée indépendantiste. Où l'armée du Sud, qui combattait seule, ils viennent fusionner avec les troupes de Giffard, ils viennent faire seul, et maintenant aucun Gérard, Dessalines, achève l'organisation de l'armée indépendantiste. Donc, ils viennent seul l'armée, ils viennent permettre que Dessalines, capable de point de vue stratégique, de tactique militaire, dégager philosophie de la lutte, passer des instructions claires pour avancer sous Vertières. Maintenant, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Le camp Gérard, c'est la dynamique unitaire pour la marche obligée vers Vertières. C'est en laissant
la plaine du fond des Cailles, le 6 juillet 1803, Dessalines va se camper dans zone plaine du cul de Sapin, ok? Et il attend les instructions de Geoffroy. Entre-temps, Magla-Amboise libérer la Caillou, Ferrou libérer Jérémie, et ainsi de suite. Dernier côté pour libérer, c'était les Cailles, le 17 octobre 1803, et puis Geoffroy envoie au messager qui dit Dessalines que Sud l'a libéré. Maintenant, pourquoi c'est important? Les Haïtiens sont des passionnés de football. Il ne faut pas se mettre en tête que une Coupe du Monde se résume à la finale. C'est pas vrai. Donc, par analogie, si Vertier est la finale, représente la finale, les matchs de classement, demi-finale, quart de finale, huitième de finale et 16e de finale, pratiquement tout s'est déroulé dans le sud, de Léogane à Jacmel, en passant par la côte et à l'intérieur aussi. Donc, pour avoir une dernière bataille, il fallait que tout le pays soit libéré, et de point de vue tactique militaire, il fallait que le gros des troupes françaises soit évacué pour que Dessalines puisse donner rendez-vous aux généraux divisionnaires le 1er novembre 1803 au carrefour du Limbé. Donc, je résume, le camp Gérard, c'est non seulement un mythe fondateur, malheureusement le plus méconnu, mais c'est aussi un fait historique et la composante socio-anthropologique était beaucoup plus complète. Le 1er janvier 1804, les Congos n'ont pas monté le podium, mais le camp Gérard, Gilles Bénèche, Nicolas Régnier, Jean-Baptiste Dupérier, Goman et non-Goman, ils étaient au camp Gérard. Nicolas Régnier, par exemple, recevoir grade colonel au camp Gérard. Et les affranchis noirs, les affranchis mulattes, les nouveaux et les anciens libres, les noirs et les mulattes, tout le monde, les Boussales et au camp Gérard. Donc, c'est la référence suprême lorsqu'il s'agit de parler de la construction de l'identité haïtienne. Voilà pourquoi nous croyons fermement pour recoudre le tissu social déchiré, pour que les Haïtiens apprennent à se parler entre eux. Il faut marcher dans le sillage du père Dessalines et du père Geoffroy. Il faut refaire le pèlerinage du camp Gérard. Il faut faire le pèlerinage du camp Gérard et refaire cette entrevue où toutes les régions du pays devraient se rencontrer pour poser les bases. Est-ce que c'est ça que fait on parler du symposium qui est en vue, mais avec la différence, évidemment, nous ne parlons pas parler de ça dans un instant. Le symposium est en vue, mais il ne reste que les ruines du camp Gérard, que les différentes autorités qui se sont succédées, ils n'ont pas jamais pensé à restaurer. Oui, et c'est dommage, mais en ce qui nous concerne, nous sommes dans l'esprit et dans la pédagogie du camp Gérard. C'est ça, ou du moins ce sont ces lignes de force que nous voulons dégager pour consolider une vision du futur. Et nous disons que le camp Gérard, c'est la marche à suivre, c'est la démarche pour que les Haïtiens comprennent qu'il faut marcher dans le sillage du père Dessalines et du père Geoffroy pour s'asseoir. Pour dire que... Bien que quelqu'un qui t'a dit comme ça, que ça, c'est toute une culture, c'est toute une éducation, dans la mesure où nos décideurs ont décidé de passer outre... Wendell, est-ce qu'on pensait que Geoffroy t'es fait une maîtrise en finance même bien avec moi? Est-ce qu'on pensait que Dessalines t'es fait un doctorat en politique publique? Je suis pas sérieux. Pas sérieux. C'est quoi l'enjeu? Il y a un modèle économique qui produit la misère pour le plus grand nombre. Il y a 220 ans, M. Campé Gérard, il dit liberté ou la mort, c'est le moment de dire prospérité économique ou la mort. D'où le projet pilote de la péninsule du Sud. Mais j'aime croire dans le projet ça et
Alain Louis Hall, il y a des acteurs ou ignorés, il y a des acteurs bon, pour ignorer sur l'international, par exemple, dans la démarche ça. Okay. Et là encore, c'est le camp Girard. Wendell, la dernière fois qu'il y a eu une fenêtre géopolitique, c'était en 1803. Les Américains ne voulaient pas de l'expansion de l'Empire napoléonien. Donc, depuis en 1801, ils ont supporté la politique autonomiste de l'ouverture, ou l'ouverture à un conflit avec la France. D'où l'expédition Leclerc, parce que non seulement l'ouverture contourne le système de l'exclusif, il continue à entretenir des relations commerciales avec les Américains, et puis nous voyons Constitution en 1801 pour ratification, d'où l'expédition Leclerc. Donc, les Américains ont soutenu l'ouverture, et jusqu'en 1806, ils ont soutenu. Mais ils vont faire officiellement. Maintenant, à l'époque, Saint-Domingue représentait l'équivalent d'un pétro-émirat. Ça veut dire que c'était une espèce d'Arabie Saoudite, puisque le sucre était la principale denrée et Saint-Domingue représentait le moteur de la machine économique de la France. Donc, les Anglais, il y a un sucre jamaïcain qui n'a pas rivalisé avec le sucre de Saint-Domingue. Monsieur, il y a toujours une rivalité entre l'Angleterre et la France. Donc, messieurs, c'est un blocus qui permet tout accès à Saint-Domingue. Donc, Napoléon n'est pas capable, voyez-vous pas, et les pères fondateurs qui étaient un diplôme passé, ont lecture géopolitique, ils ont échappé même la France, et puis 1er janvier, ils ont campé, ils ont fait ça. Ou on va sentir une similarité, ou on va sentir une plaque tectonique, conseil de ligne qui a bougé sur le plan géopolitique. J'ai beaucoup écrit sur le cordon sanitaire. Et ce cordon sanitaire a des commanditaires, nous connaissons qui est, ce sont les puissances du monde atlantique. Ils ont ce cordon sanitaire a des dépositaires, hein, de la classe politique, la classe moyenne, le secteur privé. Il y a aussi des tunniféraires, mais fondamentalement, il s'agit d'une psychopathologie affectant beaucoup d'afro-descendants. C'est le volontariat pour la servitude nihiliste. VSN. Nous voulons servir les intérêts des puissances du monde atlantique, mais nous ne pouvons pas avoir le coup d'être dans le moment où on dira, nous se mettre ensemble pour dire, comme nos ancêtres l'ont fait, il a été dit, liberté pour nous dire la prospérité économique nous l'amour. Il faut se débarrasser de ce modèle économique qui reproduit la misère pour le plus grand nombre. Donc, étant donné qu'il s'agit de sortir du explicatif répétitif, nous croyons que ce sont les idées qui mènent et transforment le monde. Donc, c'est fondamental de changer de réalité discursive. Donc, en ce sens, le projet pilote de la péninsule participe d'une thérapie, du procède d'une thérapie à une inspiration nationale, collective et internationale. Allez, on peut un petit pause et puis on tourner sur les activités prévues, la convocation des États généraux et le reste. Mais on fait ça tout de suite après posant l'un tourner. Merci encore une fois pour éclairage, pour disponibilité également, Alain Louis Hall. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Alain Louis Hall. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Si vous faites brancher Télémétropole, chaîne 52, n'a pas appelé, c'est Alain Louis Hall, qui est un écrivain, et ensemble matin, nous ouvrons une belle page d'histoire dans ce qui concerne le pays d'Haïti. Le symbolisme du camp Gérard sont l'autre narratif que nous portons pour
public métropole matin. Et gagner un nouveau slogan, même si nous avons dit, au lieu de nous parler de liberté ou la mort, je dis, enfin, on a parlé de préférence de prospérité économique ou la mort. Et avec invité nous, Alain Louis Hall, nous avons retourné sur la page d'histoire ça, nous faisons des comparaisons dans qui circonstances, en fait, Haïti était divisé à l'époque, et je dis, c'est pas différent, même si le contexte pas même. Nous voulons rappeler l'importance de Camp Gérard, même si c'est une structure qui est totalement en ruine, et je dis, mais n'empêche que gagner des réflexions qu'a faites pour que gagner un symposium qui fait côté que des États généraux de la nation convoqués pour la reconstruction de la péninsule. Parce que là, on a parlé de Camp Gérard, on n'a pas parlé d'un seul espace, on a parlé de toute ligne côtière au pays d'Haïti dans la zone sud, là, qui ça nous les péninsules là, et qui peut-être doit aboutir à une prise de conscience pour changer les choses en Haïti. D'abord, avec notre invité, d'après-midi, et qui date qui est retenue pour le symposium? Bon, c'est le 13 et le 14. Le 13 et le 14. Est-ce que ces deux dates-là, bon, on connaît 15 août, c'est Notre-Dame. Un peu le monde qu'on déplacé pour aller fêter, enfin, pardon, presque fêter Notre-Dame, mais à l'Oka et tout, à le Petit Gouave, aller dans le nord. Mais 14 août, tout, c'est pas une bonne date que lié pour Haïtiens. 14 août, justement, rappelez-nous, il y a 2 ans, le tremblement de terre qui avait fait 2 ou 3 000 morts dans le sud. Pourquoi choisir cette date, Alain Louis Hall? Bon, effectivement, la question est pertinente. Il y aura, du côté de la mairie des Cayes, un rappel pour justement cette date qui a endeuillé la famille de la péninsule, la famille haïtienne. Mais c'est important de toujours se projeter vers l'avenir. Je crois entendre maintenant Jean-Paul Sartre qui nous dit qu'on peut toujours faire quelque chose qu'on a fait de nous. Donc, c'est extrêmement important d'aborder le symposium et Peninsula Expo, parce que c'est 2 activités jumelées, dans une logique de thérapie pour combattre la morosité et l'intoxication et toute la négativité autour d'Haïti. Donc, l'idée, c'est d'offrir une session de thérapie collective aux personnes intéressées, aux péninsulaires d'abord. Donc, c'est pas une date ni un fait qu'on va célébrer, c'est pas ça. Non, c'est justement poser les jalons d'une zone économique méridionale et d'une autorité de développement pour la péninsule. Et je vais élaborer davantage. Le syndicat intercommunal des 59 municipalités de la péninsule existe, donc c'est notre base. Pourquoi? La Constitution autorise la commune à s'associer à d'autres communes pour faire ce qu'on appelle l'intercommunalité. Maintenant, est-ce que nous définissons le siège du symposium? Dans quelle commune est-ce que c'est au CAI la fête ou bien? C'est le coup d'envoi, c'est sur une base rotative et cela va coïncider avec la patronale des chefs-lieux de chaque département. Et le coup d'envoi, c'est au CAI cette année. On n'a pas encore fait un tirage au sort pour déterminer la prochaine escale, mais c'est à la Chambre de commerce du Sud que cela va se passer, où tous les péninsulaires vont converger pour parler d'un avenir partagé, puisqu'il s'agit de répondre à des questions fondamentales, où habiter, quoi manger, où élever nos enfants. C'est ça. Maintenant, qui catégorie sociale qui a invité? On dit tous les péninsulaires, bon, comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a levé et aller. Est-ce que c'est des membres de chambres de commerce, ou bien est-ce que c'est des élites économiques, ou bien est-ce que c'est des intellectuels, ou bien est-ce que c'est des historiens? Ok, j'avais commencé à élaborer. Donc, la base de l'édifice que nous sommes en train de construire, c'est le syndicat intercommunal des 59 communes qui pratiquement a pris l'autonomie de chaque commune et on a multiplié ça par 50.
c'est dans la Constitution, c'est légal, il n'y a rien d'illégal. D'ailleurs, la communauté des municipalités de la région d'Épargne existe depuis 2010, regroupant les organes Gressier, Tigouave et Gangouave. Non, on n'a rien fait d'anticonstitutionnel et légal. Donc, les 59 municipalités se sont regroupées. Ça, c'est dans le niveau de l'édifice que nous sommes en train de construire. Et pourquoi la commune? C'est parce que c'est la porte d'entrée vers les forces d'en bas, la section communale. Maintenant, il y a des étages superposés, c'est les universités, les chambres de commerce, mais aussi la société civile et la diaspora. Donc, ça te donne le premier établissement public-privé régional de coopération engagé dans une démarche, d'où le Forum économique de la péninsule Sud, en charge de l'animation et de la concertation permanente autour du projet pilote. Le projet pilote, d'abord, c'est un projet de territoire pour tester des outils et des concepts qui ont fait leur preuve à travers le monde. Je m'explique. Rien pour contourner la notation négative d'Haïti liée à l'effacement de la dette, on a intérêt à créer des structures autonomes parrainées par le gouvernement, le système multilatéral et les agences bilatérales. Donc, on se débarrasse ainsi du passif d'Haïti, mais on crée des structures autonomes, d'où les collectivités avec les municipalités, et c'est un modèle réplicable que nous proposons aux autres régions du pays. Donc, lorsqu'on se regroupe en syndicat intercommunal, qu'on ajoute les universités, qu'on ajoute les chaînes de commerce, la société civile et la diaspora, ça crée un établissement public régional de coopération. Donc, c'est ce modèle-là que nous proposons et que nous voulons suggérer au reste de la nation, aux autres régions, de venir nous rencontrer dans le cadre de Peninsula Expo et du symposium pour discuter de l'avenir d'Haïti. Et pour nous autres, dans la péninsule, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous avons réalisé les ateliers de concertation dans la région des Palmes, dans le sud, dans le sud-est, dans les limites et dans la Grande-Est. Ça a accouché du syndicat intercommunal des 59 municipalités de la péninsule. Maintenant, nous avançons vers les États généraux et la commémoration de notre du camp Gérard entre Dessalines et Gifford a été la première étape des États généraux parce qu'il fallait commémorer cet événement majeur. Et maintenant, nous mettons le cap sur Peninsula Expo et le premier symposium du Forum économique de la péninsule. Donc ça, nous sommes oui. au moins... Hein? D'abord, dit que c'est pas un ballon d'essai qu'on a fait avec objectif répercuté. Pour l'autre côté, on t'a fait relais et même choisi symbole pas autour eux-mêmes et puis fait même bagaille. Non? Oui, absolument. Parce que une économie nationale, c'est d'abord une économie régionale. Donc, ce sont les acteurs régionaux qui doivent se regrouper et décider de leur avenir. C'est une démarche d'autodétermination. C'est pas une recherche de validation de qui que ce soit. On n'a pas à se présenter devant quiconque. Les mairies sont autonomes. On n'a qu'à se référer à la Constitution. Si la communauté des municipalités de la région d'Épargne regroupant les organes Gressier, Tigouave et Gangouave existent depuis une dizaine d'années, on n'a qu'à étendre ce concept au reste de la péninsule. Si l'Antibonite a eu l'organisme de développement de la vallée de l'Antibonite, si le Nord a eu l'ODN, l'organisme de développement du Nord, la péninsule du Sud peut avoir son autorité de développement. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de proposer un pilote avec des outils qui ont été testés en Haïti. Et alors, quand viennent nous dire que l'habilité blanche, c'est des bagages qui fait déjà en Haïti, n'a pas là. Et certainement, il y a des zones franches, il y a des zones économiques. Non? Les municipalités peuvent s'auto-constituer en zone économique et créer les législations et les incitations pour attirer les investissements. Les investissements nationaux d'abord, puisqu'il y a 2 ans de ça, on a investi 250 millions de dollars en République dominicaine. La péninsule reste l'endroit le plus sécuritaire d'Haïti, donc on peut attirer ces investissements. Mais on va encore plus loin. Il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il y a des lignes tectoniques, il y a des forces tectoniques qui font bouger certaines lignes, mais la péninsule du Sud jouit d'une position géostratégique idéale. On n'a pas choisi d'être là. On est en face du canal de Panama, devant le Sud, devant le Sud-Est, devant la Grèce,
c'est 60% du trafic maritime sortant du canal de Panama qui passe. On a choisi d'être là, on est déjà là. Maintenant, c'est une initiative de la société civile, si je comprends bien. Et de la diaspora. De la diaspora. Et de la société civile, sur place. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que l'État central aura un rôle à jouer dans tout ça? Si oui, absolument, nous sommes là à soumettre des législations pour la zone économique méridionale, pour l'autorité de développement. Ce sont des expériences qui ont été faites en Haïti. On va voir si on va nous refuser ça. Je fais référence, il y a des zones économiques, il y a des autorités de développement, il y a tout ça déjà. N'est-ce pas, Wendell? Bon, et on a regardé pour nous. Mais non, écoute. On ne peut pas ignorer la jurisprudence qui existe déjà. Et le plus loin de la Caraïbe, on a utilisé ce concept. Écoute, si tu crées des collectivités regroupant des municipalités dans chaque région, le dialogue avec le système multilatéral pour des prêts, pour financer des grands travaux d'infrastructure peut recommencer demain. C'est l'État central qui a le problème. OK. Et maintenant, tout ça, après sous-entendre un fonds colossal, un fonds important. Et très certainement, on a déjà compté sur Diaspora pour injection des fonds, mais encore pour disponibilité de fonds. Mais est-ce que vous comptez tout sur l'apport des 59 municipalités, si oui, comment? L'acte de création du syndicat intercommunal a déjà été signé, ratifié pour toutes les municipalités. Donc, c'est une affaire réglée. Donc, c'est d'abord l'apport des municipalités qui ont adhéré au Forum économique de la péninsule, comme la base donc, c'est ça notre base de syndicat intercommunal. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, et voilà pourquoi nous nous sommes regroupés en comités techniques. Ils ne sont pas moins de 12 comités techniques avec des projets, des notes conceptuelles et que nous allons présenter. Et parce qu'il faut utiliser les filières existantes pour renouer avec l'économie endogène. Et c'est avec ça qu'on va constituer autant de variables pour un modèle économétrique qui va couvrir la période 2025-2030. Et nous allons dire, voici le taux de croissance que nous voulons à l'échelle régionale. Et c'est ce modèle-là que nous proposons au reste de la nation. Donc, on a toute une documentation stratégique, on a le document de vision, il y a le document de projet, il y a le modèle économique, il y a le document coopération, mais il y a un document que tous ces documents-là, auxquels tous ces documents font référence, c'est le modèle économétrique que nous allons proposer et qui va couvrir la période 2025-2030. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en branle la machine, renouer avec les filières existantes et les redynamiser et présenter ceux qui sont restés et assumer leur capacité de transformation économique. Ils seront avec nous à Peninsula Expo. Ce sont ces personnes-là qui seront les principales vedettes. Et maintenant, les responsables et membres de nos comités techniques, nos experts qui vont présenter leur note conceptuelle et leur projet pilote. Maintenant, on voit le côté légal de la question. Est-ce que cette structure peut être créée malgré l'absence de Parlement en Haïti? Deuxièmement, les municipalités, les 59 municipalités, pour représenter chacune des municipalités. Par contre, par quels moyens? Est-ce que c'est des délégués que vous voyez? Or, nous connaissons, est-ce que les municipalités, je dis, sont capables d'engager Zonio, quand nous connaissons même tout, ils ne sont pas élus, c'est des structures de fait qu'il a. Alléluia. Très bien. Et alors, pourquoi le secteur privé, tout ce monde-là, signe des accords avec Ariel? Est-ce qu'il est élu? Il engage Haïti. Il y a ce qu'on appelle des autorités de fait qui peuvent engager. Les maires ont été élus, ils ont été reconduits, ils bénéficient d'un statut légal puisqu'ils ne se sont pas imposés, il y a une autorité qui les a nommés. Donc, de ce fait, d'un point de vue administratif, les maires sont autorisés à créer
des collectivités territoriales, puisqu'il faut arriver à des entités qui soient gérables. On ne peut pas éclater un territoire, parce que ce n'est pas un continent. On ne peut pas éclater le territoire en une multitude de sections rurales, de communes. À un certain moment, il faut s'arrêter pour faire un regroupement au nom de l'intercommunalité, de la cohérence territoriale et de la participation. C'est de ça qu'il s'agit. Comment mutualiser les ressources, comment utiliser les actifs dormants, les principales ressources humaines, comme levier pour proposer et dégager de nouvelles pistes afin de se débarrasser de ce modèle économique qui reproduit la misère pour le plus grand nombre. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Mais est-ce qu'on tenu compte de paramètres ça que... Non, écoute, il y a un comité qui s'occupe des législations à proposer. On va attendre le prochain Parlement et les parlementaires de la péninsule du Sud vont soumettre les législations pour structurer de manière pérenne le cadre légal de ce qui a déjà été constitué. L'acte de création, c'est historique, c'est fait, c'est fini. C'est-à-dire que les municipalités sont autorisées à le faire et elles l'ont fait, c'est une affaire réglée. Donc, en ce sens, il me reste un travail d'arraché pour soumettre la législation à proposer. Alors, j'ai posé la question, Alain Luyal. Bon, c'est tout le monde qui pose la question, tout journaliste qui pose la question, il a toujours demandé est-ce qu'on tenu compte de paramètres ça? Si oui, comment on fait pour contourner? Ok, ou avancer des exemples que tout le monde peut comprendre. Il dit que quand même, il y a des autorités qui établissent, que de facto ou pas, mais le fait est que là. Et maintenant, ça m'envie avec vous. Moi, je sens que un trait qui déjà mettait en marche, j'en comprends non. D'autant que, non, au 13 et 14 août, ça veut dire que c'est dans 2 semaines. Oui. C'est dans 2 semaines. Oui. Donc, ça veut dire que là, nous prenons l'autre direction avec un parti dans le pays. Or, nous connaissons que les Haïtiens, pour la plupart, ils sont récalcitrants au changement. N'est-ce pas? Bon. C'est le moment pour lancer un message clair. Il faut avancer en rang serré pour dégager de nouvelles pistes et pour dire aux Haïtiens, d'abord aux péninsulaires, tout n'est pas perdu. Il s'agit de comment nous abordons la question. Nous croyons d'abord qu'il s'agit d'un marasme économique. Nous avons 4 ans là, tout indicateur macroéconomique rouge. Mais pire que ça, depuis que le système multilatéral, Banque mondiale, toutes les institutions a tablé les données économiques sur Haïti, à partir de 1960, si on fait la moyenne du principal indicateur de l'activité économique, le PIB, la moyenne, c'est 0, son ligne flat net. Donc, il s'agit d'une croissance anémique. Donc, en d'autres termes, c'est le moment de dire qu'il faut changer de discours, pour changer de paradigme, il faut comprendre et bien diagnostiquer que il faut attaquer la question économique. En Haïti, on parle de tout, on parle de rien du tout, mais jamais de la question économique. Donc, nous autres, nous sommes conscients qu'il nous faut sortir du cadre explicatif répétitif afin de dégager de nouvelles pistes. Et nous sommes regroupés en un établissement public-privé régional de coopération avec les municipalités, les universités, les chambres de commerce, la société civile et la diaspora pour offrir un modèle que nous souhaitons être réplicable pour les autres régions. C'est un modèle de concertation, c'est un modèle qui préconise la mutualisation des ressources, mais aussi l'exploitation des actifs vivants et dormants des régions. Et en ce qui a trait à la péninsule, si elle était une couleur, on pourrait en débattre à longueur de journée. Est-ce que c'est du bleu parsemé de vert, mais du vert parsemé de bleu? Mais de toute façon, c'est la montagne, la mer, la rivière, la campagne dans un cadre idéal. C'est une langue de terre bien en avant
bien prononcée dans la mer des Caraïbes. C'est l'unique région caribéenne d'Haïti qui peut accélérer l'émergence d'Haïti de sa propre région. Donc, c'est l'unique région qui peut, en fonction de ses attributs géostratégiques, avoir l'ambition d'être une forme logistique pour attirer les entreprises désireuses de se relocaliser, puisque la délocalisation connaît de mauvais jours ces jours-ci. Donc, il y a des entreprises qui essaient de se relocaliser, de se positionner beaucoup plus près de leur marché. Et la péninsule du Sud, c'est dans la Caraïbe, c'est en face du canal de Panama et de l'Amérique centrale, c'est à 3 jours de bateau de la Floride, c'est à 2 jours de Santiago de Cuba, c'est côté de la Jamaïque, et de Jacmel, on peut par la rive arriver à Saint-Domingue, et on regarde, nous sommes en face de l'Amérique du Sud, et voilà pourquoi Simon Bolivar est venu chez nous, au Caille à Jacmel, d'abord avec Miranda, qui débarque à Jacmel en 1806. Les attributs géostratégiques de la péninsule du Sud sont là, et ce qui nous autorise à proposer un projet de territoire qui est une zone économique méridionale, fait par une autorité de développement, pour créer ce pôle méridional de croissance, un projet réplicable pour les autres régions, une région très simple, une économie nationale, c'est un ensemble d'économies régionales. On a une discussion de ça. Il y a pas, on ne peut pas faire du sophisme, de la lettre et de l'esprit. OK? Ça, pas rien ou pas boire. Une économie nationale, c'est un ensemble d'économies régionales. Et le coup de voix, c'est le 13-14 août, dans le cadre du premier symposium du Forum économique de la péninsule Sud et de Peninsula Expo. Le premier symposium, donc, c'est nos comités techniques, nos actifs vivants qui assument leur pouvoir de transformation économique, qui vont présenter des notes conceptuelles et des projets pilotes. C'est aussi le leadership historique qui va présenter les grandes thématiques, zone économique, autorité de développement, potentiel hydroélectrique, tout ça, toute la partie de documentation stratégique. Et c'est aussi Peninsula Expo, puisque c'est 2 activités en tandem, où les actifs dormants qui sont dans particulièrement l'agro-industrie, qui assument leur pouvoir de transformation économique, ils vont être avec nous pour présenter leurs produits et faire le réseautage. Pour une économie régionale, cela commence d'abord par un marché interrégional. On a pu créer une dynamique où les régions de la péninsule, les départements commencent à se parler entre elles. Je donne l'exemple de notre ami Roland Denis. De Jacmel étant, il y avait une crise d'eau à Pestel, mais le Forum économique de la péninsule a assumé son pouvoir de transformation et sa responsabilité sociale. Et nous sommes intervenus à Pestel. Nous avons créé les conditions pour que les acteurs au niveau du département de la Grande-Est concertent l'association des maires de la Grande-Est sous le leadership de Poula Unilor, la Chambre de commerce de la Grande-Est sous le leadership de Mono Joseph, l'Université de la Grande-Est et FCH Espoir avec François Chavenet, enfin. Donc, nous sommes intervenus lors de la crise de l'eau à Pestel. Et le Sud-Est a répondu à l'appel. Lors de l'incendie Mataya, les péninsulaires ont répondu à l'appel. On a apporté les premiers secours. On a fait les premières interventions avant les autorités, mais on a surtout concerté avec les autorités pour que les gens prennent leurs responsabilités. Donc, c'est un dialogue qui a déjà commencé entre les 4 départements et la région des Femmes. Ce dialogue n'est qu'à son début. Donc, en ce sens, on donne rendez-vous 13-14 août, en présentiel comme en virtuel, pour participer au premier symposium et à Peninsula Expo. Il y a un auditeur qui m'a dit par référence, disponibilité livre. C'est disponible à La Pléiade, je crois, et à Astérix. Mais je travaille sur une réédition et je travaille sur le tome 2. Et il y a aussi mon deuxième ouvrage qui est un ouvrage collectif dont je suis co-auteur, 500 ans d'histoire. Je pense que c'est disponible aussi. Donc, ma participation à cet ouvrage a certainement couvert
la contribution de la péninsule au processus de création d'Haïti. Il y a un auditeur, en fait, il y a un monde qui a suivi nous là, par exemple, qui est à l'étranger, ou bien qui est en Haïti tout, mais qui n'est pas encore touché par ce projet. Qu'est-ce que ça le fait pour le rejoindre, pour rejoindre le train qui est déjà en marche? Il y a un site péninsulesud.ht. C'est notre site Internet. Donc, on peut nous contacter sur notre site Internet. Et maintenant, je lance l'appel à nos amis du secteur privé qui ont reçu des demandes pour nous accompagner. Nous comptons sur leur générosité puisque l'activité économique, c'est le cheval de bataille du secteur privé. Il y a une péninsule à reconstruire, il y a des opportunités à exploiter. Nous invitons le secteur privé de la péninsule, le secteur privé de la capitale du pays à venir voir de plus près ce que nous sommes en train de faire. Nous saluons le leadership de ceux qui nous ont devancés. Je ne pourrais pas terminer cette entrevue sans parler de Pierre Léger qui a eu une longueur d'avance en proposant le port Saint-Louis. C'est correct. Il y a d'autres acteurs. Récemment, il y a eu l'inauguration de la gare du Sud au Caire par Edo Zeni. Enfin, il y a des gens qui prennent de l'initiative. C'est correct, c'est de bonne guerre. C'est cette dynamique que nous voulons créer. Mais tout ne peut pas se faire au même moment à l'échelle nationale. D'où un projet pilote, circonscrit à l'intérieur du périmètre pour tester des concepts et des outils. Et les autres régions pourront bénéficier de cette expérience et faire mieux. Pour un problème, non, bien faire mieux que nous. Mais au moins, il est bon que je vienne garder plus près. Ça fait. Donc, en ce sens, je lance un appel aux autres régions. Oui, vas-y, Wendell. Oui, Alain, on parlait de générosité du secteur privé, et c'est justement une question d'abord poser là. Et à qui ça, par exemple, nous estimer besoin équipe là, pour nous lancer, pour nous continuer à avancer? Bon, je suppose que le secteur privé d'Haïti, je ne peux pas présenter Michel Bayer-GI. Tout le monde connaît Michel. Michel est certainement mieux placée que moi, puisque c'est elle qui est en charge de la communication. Et elle est aussi membre du conseil d'administration. Elle est une des cofondatrices du Forum économique de la péninsule Sud. Donc, je ne vais pas marcher sur ces plates-bandes, d'autant plus qu'elle représente pour beaucoup, et particulièrement moi-même, l'autorité suprême en termes de communication et d'événementiel en Haïti. Donc, en ce sens, je demanderais qu'on contacte Michel Bayer-GI, qui a été d'un secours, je dirais, providentiel pour nous accompagner, pour qu'on puisse arriver là où on est aujourd'hui. Donc, je réitère mon appel et je salue également la mémoire de mon ami Reynold Bonfield, de Regretter Mémoire, qui nous a assisté dès le début où, justement, cette idée avait commencé à germer. Là, nous sommes en 2012. On avait fait une présentation à l'hôtel Montana. Mais à l'époque, la société s'était endormie sur la bulle pétro-caribée. On avait anticipé la dissipation des effets macroéconomiques, cosmétiques et éphémères. Moi, j'avais vu tout ça. Donc, on avait proposé la réforme du système financier par l'incubation d'une autorité de marché financier et de la création d'une bourse de valeur mobilière pour créer un marché primaire et un marché secondaire pour assurer le flux continu des capitaux. Exemple, l'ONA ne peut pas sortir là où il a investi. Si tu avais un marché secondaire, l'ONA aurait pu fragmenter ses titres et émettre des actions et inviter le grand public à venir acheter ces actions. Bon, sinon, c'est quelqu'un avec un chéquier capable d'écrire des millions de dollars qui peut offrir une stratégie de sortie à l'ONA là où l'ONA a investi. Donc, c'est juste un exemple pour comprendre que nous ne sommes pas à l'intérieur du paradigme explicatif répétitif. Nous avons compris depuis longtemps qu'il fallait sortir de l'inspiration. Et depuis 2012, nous proposons, mais le moment est arrivé pour que finalement, dans l'esprit de la tribu du Camp-Gérard, nous allons marcher dans le sillage du Père Dessalines et du Prétoire, et les péninsulaires vont concerter nos comités techniques qui sont
les membres et responsables qui sont nos principales vedettes vont présenter. Le leadership historique va présenter les grandes autorités de développement, zone économique, partenariat public-privé, potentiel de tout ça. L'unique absent probablement ce sera moi parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nos actifs vivants et des gens qui nous ont fait confiance, qui ont embarqué dans cette vision. Donc, encore une fois, je réitère l'appel à nos amis du secteur privé, puisque c'est important qu'on vienne voir de plus près cette concertation, cette mobilisation, parce que sinon, rien comme thérapie pour combattre la morosité, l'intoxication et les mauvaises nouvelles, c'est important que les Haïtiens se disent, bon, nous allons voir de plus près de la péninsule du Sud, de qu'est-ce qu'ils mijotent, puisqu'il nous faut être mieux inspirés. Donc, encore une fois, fidèle à notre tradition de mobilisation et d'autodétermination, la péninsule du Sud a pris les devants et a proposé une démarche que nous souhaitons être réplicable aux autres régions. Donc, c'est le réveil des régions que nous voulons amorcer. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons contre personne. La politique, nous n'avons rien contre les politiciens, nous n'avons absolument rien contre les membres du secteur privé. Nous sommes en train de dire que nous sommes autorisés à initier une démarche pareille, puisque c'est la démarche suivre pour que les Haïtiens puissent s'asseoir et discuter de l'avenir de leur pays. Mais ça commence par les régions. C'est uniquement ça. Merci beaucoup, Alain Louis House. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. C'est à moi de te remercier, Wendell, et à très bientôt. À très bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.